aujourd'hui pour assister à la soutenance de thèse du docteur Benazouz Redouane, maître assistant en pneumologie au CHU de la Ouad, en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences médicales. Le jury est composé de mesdames et messieurs les professeurs Belina Mikidesh, directrice de thèse, du professeur Shilpa Hider, chef de service de médecine du travail du CHU de Beni-Sousse et directrice des activités pédagogiques et médicales du CHU de Beni-Sousse, du professeur Rachid Abdelaziz, professeur chef de service de pneumologie du CHU de Tizi Ouzou, et du professeur professeur en épidémiologie au CHU de Bamboué. J'ai l'immense honneur d'en être le président. Sans plus attendre, j'appelle le docteur Benazouz Redouane pour présenter son travail. Docteur Benazouz, vous avez 45 minutes maximum pour présenter votre travail. Le jury va se mettre au premier rang pour suivre attentivement, docteur Benazouz, votre présentation. Vous êtes en territoire ami, prenez votre temps, vous n'avez que des amis dans ce jury, prenez votre temps, évitez d'être ému, vous êtes en famille et dans votre famille. Docteur Benazouz, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers maîtres, chers confrères, chères familles, permettez-moi de vous dire la bienvenue. C'est avec honneur et grand plaisir que je vais vous présenter ma soutenance de thèse intitulée Prévalence du syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil et ses facteurs associés chez les chauffeurs routiers de l'Europe. Un travail réalisé sous la direction du professeur Mikidesh, chef de service au CHU de Beni-Sousse. Je commence par préciser que cette présentation n'est qu'une partie de notre travail. Et donc le plan va se dérouler en suivant un schéma IMRAD classique. Le syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil, plus connu comme le SAOS, est une affection qui se caractérise par la survenue durant le sommeil d'épisodes anormalement fréquents d'obstruction complète ou partielle des voies aériennes supérieures. Ces épisodes provoquent une hypoxie intermittente, des micro-éveils répétitifs, une augmentation de l'activité systématique ainsi qu'une fragmentation du sommeil. Et donc, un sommeil de mauvaise qualité. Le SAOS non traité est incriminé dans l'augmentation du risque de plusieurs comorbidités, des maladies cardiovasculaires, le syndrome métabolique, ainsi que d'importantes limitations cognitives et de troubles de l'humeur. Mais le signe le plus fréquent, c'est la somnolence diurne excessive. Certaines études estiment que le SAOS non traité augmente le risque d'accident de 2 à 4 fois. On estime aussi qu'il y a à l'origine d'une diminution de la concentration, de la vigilance, de la mémoire à court terme et des fonctions exécutives. En contrepartie, il existe de fortes preuves confirmant qu'un traitement efficace par pression positive continue ou PPC réduit le risque d'accident à des niveaux comparables à la population générale. C'est pour cela que toutes les législations internationales qui mentionnent spécifiquement le SAOS autorisent les routiers apnéiques à conduire s'ils sont sous traitement efficace par PPC. En Algérie, la législation ne mentionne pas spécifiquement le SAOS, mais elle mentionne que c'est au médecin du travail de faire la décision d'aptitude et qu'il peut demander l'avis d'autres spécialistes ou il peut demander des explorations quand il juge que c'est nécessaire. La prévalence du SAOS chez les chauffeurs poids lourds est importante à étudier parce que les données montrent que l'implication de ce type de véhicule augmente la létalité de l'accident. Et l'Algérie est un pays à forte mortalité routière, avec un taux annuel estimé à 21 décès par 100 000 habitants. C'est aussi la 5e cause de mortalité nationale. En plus de ça, nous avons noté un manque de données nationales concernant la prévalence
du SAOS chez les routiers. On ne peut pas généraliser les résultats d'études américaines ou turques sur une population de chauffeurs algériens. Ce rationnel et aussi le fait que les études internationales ont été réalisées avec des critères diagnostiques révolus nous a conduit à la présente étude épidémiologique. Une étude épidémiologique sur la prévalence du SAOS chez les chauffeurs routiers de la route. Cette étude recherchera aussi les facteurs associés au SAOS chez cette population, qu'ils soient facteurs de risque du SAOS ou comorbidité, mais aussi les facteurs aggravants. Selon la dernière mise à jour majeure de la définition de l'American Academy of Sleep Medicine, pour retenir le diagnostic de SAOS, il faut soit présenter plus de 15 apnées ou hypopnées par heure lors de l'enregistrement polygraphique ou polysomnographique, c'est le critère C, soit on accepte 5 à 15 apnées, mais ils doivent être associés à d'autres critères cliniques. Ces critères ont changé depuis 2007, puisque maintenant on prend en considération la présence d'une comorbidité du SAOS, que je vous ai mis en rouge, et donc je citerai l'HTA, les cardiopathies, le diabète et d'autres dysfonctionnements cognitifs. On passe maintenant à notre méthode de travail. Notre travail est une étude descriptive, transversale, unicentrique. Pour être inclus dans l'étude, il faut que le sujet soit un chauffeur routier et exerçant dans les sociétés enregistrées dans la direction du transport de la wilaya de la route, qu'il soit consentant. Pour les critères de non-inclusion, on a prévu de ne pas inclure tout conducteur sans permis de conduire de véhicules poids lourds C ou E et tous ceux qui ne pouvaient pas participer à l'enregistrement nocturne, en tout cas lorsqu'il était indiqué. La taille calculée de l'échantillon est de 185 chauffeurs à qui on a rajouté 15%. 15% c'était en prévision des non-réponses et des refus de participation. Au final, notre étude a concerné 201 sujets, puisqu'il y a eu 6% de non-réponse. L'échantillonnage a été réalisé par méthode aléatoire à 2 niveaux. On a d'abord tiré au sort parmi les 686 sociétés enregistrées selon une méthode aléatoire à probabilité inégale. Inégale parce que les plus grandes sociétés, ou plutôt celles qui avaient le plus de chauffeurs, avaient plus de chances d'être tirées au sort. Après ça, nous avons tiré au sort 2 tiers des conducteurs de chaque société présélectionnée. Après, pour savoir qui était atteint du SAOS ou non, on ne pouvait pas faire une polysomnographie à tout le monde, puisque une étude de prévalence ne doit pas trop s'attarder dans le temps. On a suivi donc un schéma comparable à d'autres études, en faisant d'abord un tri, donc tous les sujets ont bénéficié d'un entretien médical, et ils ont été classés selon le risque de présenter un SAOS. Et seulement la catégorie à risque moyen ou élevé a été explorée avec des tests en laboratoire du sol. Pour comprendre comment on a trié nos sujets, il faut savoir qu'on a fait une revue de la littérature approfondie sur les différents scores de dépistage du SAOS. On s'est surtout focalisé sur les études sur routiers, comme c'est détaillé dans le tableau 1 dans le manuscrit. Et parmi ces scores, certains étaient subjectifs, manipulables, en tout cas. Les scores les plus performants étaient mixtes, mélangeant entre critères subjectifs et critères mesurables. Et parmi ces scores mixtes, on a décidé d'utiliser le stop bank pour trancher sur la nécessité d'une polysomnographie ou non, parce que c'était le score le plus performant en termes de sensibilité. Cette sensibilité variant entre 86 et 100% selon les études sur routier. Voici la timeline de notre travail. En réalité, on a fortement été retardé par la Covid. Mais alhamdoulilah, juste à la fin de la première vague, on a bénéficié de l'inauguration d'un nouvel hôpital. On a continué à travailler dans l'ancien hôpital qu'on a réservé au Covid. Et la nouvelle structure de 240 lits a été réservée à l'activité non Covid. Et j'ai pas de preuve à ce que je vais vous dire, c'est juste une hypothèse, mais je pense que l'engouement pour la nouvelle structure aux normes internationales a favorisé le taux relativement bas de non-réponse qu'on a eu. Voici notre salle d'exploration du sommeil de l'hôpital.
de la Ouad où s'est déroulée l'exploration nocturne, un seul sujet était enregistré par lui. L'étude du sommeil a été réalisée à l'aide d'un MIDI-bike de Braybon, incluant un capteur de débit aérien nasobuccal, un double capteur de mouvement respiratoire thoracique et abdominal, un oxymètre, un accéléromètre intégré, un électroencéphalogramme à 3 signaux, un EOG et un EMG mentonné. L'interprétation a été réalisée manuellement par l'investigateur principal selon la mise à jour de 2017 des recommandations de l'ASM. D'autres examens complémentaires ont été réalisés en présence de signes d'appel, notamment la spirométrie, la naso-ORL. En tout cas, aucun examen n'a été fait de façon systématique. Pour les questionnaires de Stop-Lung et le questionnaire d'Epworth, je signale que leur utilisation a été faite sous 2 licences académiques que les ayants droit nous ont spécialement délivrées. À la fin du recueil des données, on a saisi ces données sur Microsoft Excel. Concernant l'analyse, vous pouvez voir à l'écran une capture du logiciel RStudio qui regroupe l'ensemble des outils nécessaires pour la programmation R qu'on a utilisé lors de notre analyse statistique. Et comme vous pouvez le voir, on a rédigé plus de 4000 lignes de code durant ce travail. Des tests statistiques formels ont été réalisés pour comparer la distribution des caractères entre Saos et non-Saos, et la valeur P a été rapportée pour chaque variable, bien sûr. La comparaison de 2 ou plusieurs groupes selon les variables qualitatives a été effectuée par le Q2, ou le fichier lorsque les conditions de réalisation du Q2 n'étaient pas remplies. Pour les variables quantitatives, le test de student a été utilisé pour comparer 2 moyennes, et le test de Mann-Whitney-Hughes a été utilisé pour comparer 2 groupes selon les variables quantitatives qui ne suivaient pas une distribution normale. L'analyse de l'association de 2 facteurs a été réalisée en utilisant la régression logistique, estimant ainsi les odds ratios bruts et ajustés. Le choix des variables confusionnelles lors des analyses ajustées a été réalisé grâce à de multiples modélisations DAG, comme cet exemple à l'écran. On a aussi fait d'autres analyses en complément à nos objectifs initiaux et qui ont nécessité divers tests statistiques, comme la corrélation de Pearson, qu'on a utilisé pour évaluer la corrélation du variable quantitative avec la gravité du SAOS. Et la courbe Europe pour évaluer la capacité d'éventuels tests de dépistage. Mais durant cette présentation, on ne va pas trop s'attarder sur les analyses complémentaires, on va surtout se focaliser sur nos objectifs initiaux qu'on a vus. Avant de passer aux résultats, je confirme que les données ont été recueillies après obtention du consentement éclairé des sujets. On passe maintenant à nos résultats. Notre résultat principal, c'est la prévalence du syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil qui a été estimé chez notre population d'études de 201 sujets à 25,9%, avec un intervalle de confiance compris entre 20,3 et 32,3. Nous avons recensé 52 chauffeurs ayant un SAOS confirmé, 23 ont présenté un SAOS léger, 15 un SAOS modéré et 14 un SAOS sévère. Sachant qu'on a utilisé l'indice apnée-hypopnée ou IAH, qui est la moyenne des apnées et hypopnées par heure de sommeil, et ces niveaux de séparation de 5, 15 et 30 apnées par heure pour différencier entre les degrés de sévérité. Maintenant, on va voir le résultat concernant les caractères sociodémographiques et anthropométriques. L'âge médian était de 44 ans, avec des extrêmes allant de 26 à 67 ans. La population était exclusivement masculine, et le poids moyen était de 83 kg et l'IMC moyen de 26,8 kg par mètre carré. En faisant une comparaison des principaux caractères sociodémographiques et anthropométriques selon l'atteinte par le SAOS, on a retrouvé que les sujets SAOS sont significativement plus âgés. Ils ont aussi un poids, un IMC, un tour du cou, un périmètre abdominal plus élevé, et l'étude par régression logistique a aussi confirmé cette association.
Maintenant qu'on a retrouvé un lien entre ces variables et l'apnée de sommeil, est-ce qu'il existe une corrélation avec le degré de sévérité de l'IAH? La réponse est oui. Cette corrélation a été confirmée par le calcul du coefficient de corrélation de Pearson et elle est schématisée par ces nuages de points. Les mauvaises habitudes hygiéno-diététiques et toxiques, les plus fréquents sont le tabagisme actif, présent chez 66%, et l'absence complète d'exercice physique chez les 2/3 aussi. Aucune des habitudes recensées n'a été liée au SAOS, pas même la quantité de caféine consommée. Par contre, on a retrouvé une corrélation entre la quantité de caféine consommée et la gravité de l'IAH, avec un cas extrême de 9 tasses de café et de thé par jour, et c'était le sujet avec l'IAH le plus élevé. Il était à 60 apnées par heure. Mais il y a d'autres sujets apnéiques qui consomment très peu de caféine. Maintenant, pour les caractères liés au poste de travail, on commence par les caractères descriptifs de base, plus de 2/3 de l'effectif exercé dans le secteur privé, 1/5, donc 20% exercé dans le cadre informel, sans sécurité sociale. 88% effectué un transport principalement extra-urbain, un quart de l'effectif effectué un transport occasionnel de marchandises dangereuses, et 15% le faisaient de manière fixe. En tout cas, on remarque que la majorité des chauffeurs sont polyvalents et conduisent régulièrement des camions de poids et de taille différentes, voire des engins ou des bus de manière occasionnelle. La distribution d'aucune de ces variables n'a été liée au SAOS. Mais je tenais quand même à vous montrer ce graphe qui montre que même les chauffeurs transportant des produits dangereux sont touchés de façon comparable par le SAOS, avec quand même 7,5% de cas sévères. Pour ce qui est de la charge de travail, on a retrouvé que les sujets apnéiques ont significativement plus d'ancienneté dans la profession. Ils conduisent aussi au quotidien, 12 heures contre 8 heures. Ils tardent beaucoup trop pour faire une pause, avec une médiane de 4 heures contre 3 heures pour les non-SAOS. Sachant que pour cette variable, on a eu des extrêmes avec des habitudes de conduite consécutives de 18 heures. Je dis bien 18 heures consécutives et non 18 heures par jour. Et ce n'était pas un cas isolé. 25% des apnéiques et 15% de l'effectif total conduisaient couramment plus de 6 heures consécutives. En voyant ça, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'on a retrouvé 2 cas de thrombose veineuse profonde. Si on fait une régression logistique pour ces 4 variables, et on ajuste pour l'effet confusionnel de l'âge, on retrouve que désormais, seule la durée de conduite journalière est liée au SAOS. Pour la corrélation avec la gravité de l'IAH, on retrouve une corrélation positive avec le nombre d'heures conduites par jour, et aussi avec l'ancienneté professionnelle, mais il ne faut pas oublier que l'influence de l'âge n'est pas ajustée ici. Maintenant, on s'intéresse aux perturbateurs du sommeil. Au total, 20% de l'effectif a rapporté la présence de nuisances nocturnes récurrentes. Parmi les perturbateurs du sommeil retrouvés, on mentionne les problèmes de couchette étroite et de literie inconfortable chez 10% des sujets, et des inconvénients de température chez 5%. Par ailleurs, 15 chauffeurs routiers se sont plaints de devoir faire la queue durant la nuit pour charger leurs marchandises. Et ce problème en particulier a touché 40% des conducteurs spécialisés dans le transport de produits dangereux. Et parmi les perturbateurs du sommeil, seul le travail de nuit a été lié significativement au SAOS. D'ailleurs, plus le nombre de nuits travaillées augmente, plus la gravité du SAOS augmente. Un travail de nuit qui a concerné 2/3 de l'effectif. Alors, j'ai préféré vous présenter les résultats de l'examen ORL avant de parler des comorbidités, car les éléments ORL sont plutôt des facteurs de risque. Donc, l'examen ORL avec nasofibroscopie a été indiqué chez 110 conducteurs. Un obstacle ORL a été observé chez 38% d'effectif total, avec une nette prédominance chez les SAOS, 77% contre 24%. Parmi les obstacles ORL qu'on recherchait, je commence par le rétrécissement
de l'espace rétro-basilingual, bien visible chez ces chauffeurs à droite, et je vous ai mis ces images à gauche à titre de comparaison où on voit bien que l'hypopharynx est plus libre. Ce cas, par exemple, n'était pas obèse, mais il présentait quand même une apnée sévère et on voit bien le rétrécissement rétro-basilingual. Les résultats du naso, surtout des veilles, ne remplacent pas un enregistrement nocturne, à l'image de ce routier qui présentait un SAOS sévère, mais dont l'aspect endoscopique n'était pas alarmant. En plus de ça, cet examen nous a permis de trouver des lésions qu'on ne recherchait pas particulièrement, comme cette volumineuse tumeur du cavum, qu'on a fait opérer avec succès, avec une nette diminution de l'IAH 5 mois après la chirurgie. Au final, les éléments ORL liés au SAOS qu'on a retrouvés sont la macroglossie, la congestion nasale, même en dehors d'un contexte d'atopie, la sévérité de l'hypertrophie amygdalienne et le rétrécissement rétro-basilingual. Voici les morbidités dont la distribution a été liée au SAOS. L'HTA, par exemple, est 14 fois plus fréquent chez les apnéiques. Pour l'arythmie, l'association n'a pas été confirmée lorsqu'on a poussé l'analyse lors de la régression logistique. Et je précise aussi que le nombre faible de cas confirmés de dyslipidémie a limité la possibilité de réaliser une estimation de l'observation. Sachant que ce bilan de dyslipidémie n'a pas été fait systématiquement comme on a vu, mais on s'était principalement basé sur l'histoire médicale des sujets. Pour ce qui est des traitements pris, ils sont à l'image des morbidités, puisque les thérapeutiques significativement plus présents chez les apnéiques étaient les IEC, les ARA2, les diurétiques et les antidiabétiques oraux. Voici les autres morbidités retrouvées et leurs fréquences, et donc aucun lien avec le SAOS n'a été confirmé avec eux. Les principaux troubles neurocognitifs qui ont été rapportés sont un trouble de l'humeur changeante chez 51%, un trouble de la mémoire chez 20% et un certain degré de difficulté à se concentrer chez 9%. Seule la présence d'un trouble de la mémoire a été associée au SAOS. Je vous ai mis une animation pour insister que c'est un résultat très important. Une histoire d'accident fautif ou de sortie de route ou de collision arrière sur une période de 3 ans a été positif chez 12%, et notre analyse a confirmé la présence d'un lien entre le SAOS et cette notion d'accident récent. Une association similaire a été retrouvée entre la somnolence au volant et l'apnée du sommeil. Le résultat du score d'épreuve est aussi lié au SAOS, mais l'analyse de son intérêt comme outil de dépistage du SAOS a retrouvé une valeur AUC non acceptable pour un outil de dépistage à 68% d'AUC. Un total de 80 enregistrements polysonographiques ont été réalisés, dont 52 sont revenus en faveur d'un SAOS obstructif. On a noté un cas de SAOS positionnel postérieur et un cas de bruxisme nocturne qui avait plusieurs éléments d'orientation. En réalité, il avait les dents complètement effritées. Dans le cadre d'une étude complémentaire, on a noté que les sujets de PCO présentaient une saturation nocturne plus basse que les non-PCO, même si on a vu il y avait pas la distribution de PCO n'était pas influencée par le SAOS. Avant de discuter nos résultats, un petit mot concernant les forces et faiblesses de notre travail. Dans le but de minimiser le risque de biais de sélection, l'échantillonnage des chauffeurs a été accompli par une double sélection aléatoire, comme on a vu, et dans une réflexion similaire, et afin d'étudier le sens du biais induit par les non-réponses, nous avons subdivisé notre population en 3 sous-groupes, comme à l'écran, et le 3e groupe est censé être indicatif des tendances du 4e groupe des non-adhérents, de ceux qui ont refusé de participer. Et au final, on n'a pas retrouvé de différence significative des cas de SAOS selon le nombre d'invitations reçues. On note par contre que les chauffeurs de camions semi-remorques catégorie E sont significativement plus présents dans le dernier groupe, le 3e groupe.
Nous émettons ainsi l'hypothèse que l'un des motifs principaux de non-participation a été la contrainte professionnelle, étant donné que les véhicules, eux, ont réalisé principalement des trajets long courrier intra-urbains. Un biais d'information est à prendre en considération concernant certaines questions subjectives, comme la présence du somnolence ou d'accident. Pour essayer de minimiser ça, on a laissé les questions sensibles à la fin de l'entretien, mais une coopération totale ne peut pas vraiment être assurée. En tout cas, le fait que seulement 3% des chauffeurs avaient une notion ou des connaissances sur l'apnée de sommeil est un autre point en faveur de notre travail. Comme on l'a vu, la pandémie du Covid a retardé le lancement de notre étude, mais a priori, ses implications étaient limitées. C'est vrai qu'on n'a pas de point de comparaison pré-Covid. Mais les routiers n'ont pas été touchés par le confinement, ni par le couvre-feu, puisqu'ils étaient considérés comme travailleurs essentiels. Pour ce qui est de savoir s'ils ont été touchés par la maladie du Covid, je n'ai pas de chiffres concrets à vous donner, puisqu'on n'a pas voulu altérer notre protocole et notre questionnaire, alors qu'il a été validé par une commission indépendante. Mais moins d'une dizaine de chauffeurs ont avoué avoir présenté un tableau de Covid après la première vague, puisqu'on les a vus après la première vague. Est-ce que nos résultats peuvent être généralisés à une population plus large que les chauffeurs de la route? La réponse est oui. Le résultat de notre étude peut être généralisé à la population de chauffeurs routiers exerçant dans les wilayas avoisinantes, sous réserve de présenter une distribution d'âge comparable. Toutefois, nous encourageons bien sûr la réalisation d'études complémentaires sur ce thème. En contraste à cela, nous décourageons la généralisation de cette prévalence à la population générale. Et plusieurs éléments retrouvés chez notre population d'études soutiennent l'hypothèse que le SAOS est plus fréquent chez les routiers. Le premier argument, c'est le genre, exclusivement masculin qu'on a retrouvé, sachant que les hommes sont 3 à 5 fois plus touchés que les femmes par le SAOS. Deuxième élément, c'est l'âge, supérieur par rapport à la médiane nationale. 45 ans contre 35 ans. Or, selon la littérature et selon nos propres résultats, le SAOS est fortement lié à l'âge. Dernier argument, c'est la fréquence importante de l'obésité par rapport à la population adulte masculine nationale, 27% contre 9%. Un des commentaires qui revient souvent quand j'explique mon sujet de thèse dans mon entourage, c'est pourquoi je fais ce travail alors qu'il a déjà été fait ailleurs. D'abord, il faut savoir que les résultats des autres études diffèrent entre eux, passant du simple au triple. Cette variation est due au caractère propre de chaque population, bien sûr, mais aussi à l'évolution de la définition de la maladie, avec les années, et même à l'inconstance dans la méthodologie des différentes études. Par exemple, les deux études ayant les résultats les plus extrêmes, en rouge, sont l'étude de Stu, avec 46% de prévalence, et l'étude de Lemos à 11%. La première est l'une des études les plus anciennes sur ce thème, et elle est basée uniquement sur l'oxymétrie nocturne comme moyen de diagnostic. Et la deuxième étude est aussi limitée par ces moyens diagnostiques, puisque le diagnostic SAOS était uniquement basé sur un questionnaire, le questionnaire de Berlin. En excluant ces études, les résultats restent regroupés sur une marge allant de 14% à 35%, y compris la nôtre. Les deux travaux les plus récents de Aconiulo et al. En 2013 et celle de Garbarino et al. En 2016 se sont basés sur la définition de l'apnée de sommeil de l'ASM contemporaine à leurs études. Néanmoins, Garbarino ont décidé d'élargir les critères diagnostiques du SAOS à des critères anatomiques qui ont probablement influencé leur prévalence un peu élevée. Pour Aconiulo, déjà, leur méthode d'échantillonnage n'a pas été détaillée dans la littérature, et aussi ils ont choisi d'utiliser une définition alternative du SAOS et de l'hypopnée, une définition connue comme étant très sélective. Mais au final, ces résultats ne sont pas très éloignés, surtout si on prend en considération notre intervalle de confiance. On passe maintenant à nos objectifs secondaires. Pour les facteurs de risque du SAOS, on a confirmé que l'âge, l'obésité,
Et certaines anomalies de la sphère ORL représentent des facteurs de risque d'apnée de sommeil. Pour le caractère familial, je n'y étais pas trop attardé, je n'y étais pas attardé du tout dans les résultats, mais on a retrouvé que le SAOS était lié au nombre de ronfleurs dans la famille du conducteur. Notre observation que le travail de nuit est lié à l'apnée de sommeil est intéressante. Il faut savoir que certaines études ont confirmé uniquement l'effet du travail de nuit et de la privation aiguë du sommeil sur le SAOS. Mais pour parler vraiment de facteurs de risque proprement dit, on a besoin d'études sur le long terme. Et malheureusement, la littérature n'est pas satisfaisante sur ce sujet. Je tiens à dire que le transport de marchandises durant la nuit est inévitable dans une économie moderne, mais une sélection orientée des conducteurs effectuant ce travail est nécessaire. Par exemple, les sujets SAOS doivent être épargnés par ces horaires, même s'ils sont sous traitement efficace. Comme on a vu, le risque de SAOS augmente de 12% pour chaque heure supplémentaire au volant par jour. Il existe plusieurs hypothèses qui essaient d'expliquer ce phénomène, même s'il n'a pas été confirmé par une étude conséquente. Une des hypothèses évoque une association entre les longues heures de travail et le manque d'activité physique et de loisirs. Bon, on arrive à des facteurs dont on n'a pas pu établir le lien avec le SAOS, comme l'ancienneté professionnelle. Donc le résultat a été confus par l'âge. Cependant, cette conclusion neutre n'est pas une preuve que l'ancienneté professionnelle et le cumul des heures passées dans ce poste de travail n'est pas un facteur de risque. Mais c'est juste que d'autres travaux restent nécessaires. Pour rappel, nos objectifs secondaires étaient d'identifier les facteurs de risque, les comorbidités et les facteurs aggravants. Donc on passe aux comorbidités liées au SAOS. Notre étude a retrouvé que l'apnée de sommeil était liée à l'HTA, au diabète, à la dyslipidémie, même si on avait des limitations matérielles avec cette variable, comme on a vu. Les apnéiques souffraient aussi de plus de dysfonction érectile et de troubles de la mémoire. En réalité, pour étudier les complications neurocognitives du SAOS, il faut des études avec plus de moyens, des moyens comme des simulateurs de conduite qui représentent un outil potentiel pour évaluer la bonne évolution et la récupération des performances des sujets apnéiques sous traitement. En réalité aussi, on a fait le choix de ne pas s'égarer dans les caractères neurologiques et psychosociaux de notre population, car c'est une question qui mérite des études dédiées. Plusieurs auteurs pensent que le cumul de l'isolement social, l'isolement professionnel, perturbateurs du cycle du sommeil, le stress lié à cette profession sont à l'origine d'une multitude de complications neurologiques, psychologiques, voire psychiatriques. Dernier objectif, les facteurs aggravants. Le travail de nuit ne représente pas uniquement un facteur de risque potentiel du SAOS, mais aussi un facteur aggravant. Lors d'une étude complémentaire de nos données, on a noté que les sorties de route et accidents récents ont été plus rapportés chez les sujets qui travaillent plus de 15 nuits par mois, avec une fréquence de 27%. Une association similaire a été retrouvée entre la notion d'accident et la notion de literie inconfortable. Et c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé de relation entre les autres perturbateurs du sommeil et la notion d'accident, ni même avec la notion de somnolence, mais rien qu'en voyant que 40% des chauffeurs de citernes de carburant et de produits dangereux se plaignent de ne pas dormir, de ne pas bien dormir, parce qu'on les oblige à faire la queue durant toute la nuit, on voit que la catastrophe peut facilement arriver. Le nombre d'heures conduites par jour est une autre variable liée à la notion d'accident. Bien entendu, cette association peut s'expliquer d'abord par la relation avérée entre la distance conduite et le risque d'accident. Plus on conduit, plus il y a un risque d'accident. Mais il est important de noter que par exemple, l'étude colossale de Paqueol, qu'on a citée tout à l'heure dans le tableau, a retenu que le manque de sommeil, représenté avec l'apnée de sommeil, les deux facteurs de risque majeurs liés à une mauvaise performance lors d'une simulation de conduite. C'est vrai que pour étudier le manque de sommeil, il faut une architecture complètement différente à notre étude.
Mais quand on voit le nombre d'heures conduites au quotidien qu'on a rapporté, on est en droit d'évoquer l'hypothèse que cette durée de travail est liée au manque de sommeil. La prospection de la consommation de substances toxiques chez les professionnels de la route est limitée par un biais d'informations certaines. Néanmoins, nous avons rapporté un mésusage alcoolique chez 8% de notre effectif. Je vous confirme que ce n'est pas des consommateurs occasionnels du week-end. C'est des sujets qui consomment soit plus de 3 unités par jour, soit qu'ils ont avoué conduire régulièrement en état d'ébriété. Plusieurs sociétés savantes confirment que le meilleur moyen de lutter contre un épisode de somnolence au volant est d'effectuer un arrêt en urgence et de rentrer dans l'aire de repos. 55% de notre effectif rapporte avoir effectué au moins une fois un tel arrêt. Cette fréquence est significativement plus élevée chez les apnéiques avec 74%. Bon, là aussi, pour les deux derniers paramètres, la négligence et la précarité sanitaire, aucun lien n'a été prouvé avec le SAOS, mais c'est quand même des facteurs aggravants non négligeables et c'est la fréquence qui est alarmante. 2 tiers qui rapportent n'effectuer aucun exercice physique, 1 tiers qui avait des caries dentaires ouvertes, non soignées, complètement négligées. Un autre exemple extrême d'autonégligence, chez un sujet qu'on a vu entre 2 longs trajets, il était en crise d'OAP hypertensive, il ignorait complètement ses symptômes et son état de santé. Ces conducteurs ne se comportent pas ainsi pour rien. C'est juste que leur revenu est directement lié à leur charge de travail. En tout cas, dans le secteur privé. À cette autonégligence, s'est ajoutée une précarité sanitaire sous forme d'absence d'assurance au prix de la sécurité sociale, chez 20% des chauffeurs, tous exerçant de manière informelle dans le secteur privé. Si 20% n'ont pas d'assurance, on peut imaginer le nombre de ceux qui ne font pas de visite périodique chez le médecin du travail. En conclusion, le syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil est particulièrement fréquent chez les chauffeurs routiers de la route, touchant un quart de notre effectif. Et le SAOS modéré à sévère touche 14,5%. Nous avons souligné la gravité de la maladie et l'importance de cette question en établissant une relation entre le SAOS et la fréquence des accidents et des sorties de route des véhicules poids lourds. Le travail de nuit, la surcharge de travail au quotidien, le manque de sécurité durant la nuit et les problèmes d'infrastructure et de logistique dans les points de chargement et de déchargement représentent des facteurs aggravants du SAOS dont la fréquence et la gravité est alarmante. À la fin de notre travail de recherche, il nous paraît essentiel d'inviter les autorités publiques algériennes à former une commission dédiée à la lutte contre l'apnée de sommeil chez les professionnels de la route. Mais il est essentiel de ne pas sanctionner les sujets apnéiques adhérant à leur traitement, à l'image de ce qui a été fait par l'Union européenne et la commission formée par l'Union européenne en 2014. À l'intention des autorités de santé, nous invitons à mettre en place un remboursement du traitement du SAOS par la sécurité sociale. D'autant que parmi les 15 cas d'apnée modérée à sévère diagnostiqués durant notre enquête, seulement 2 cas ont bénéficié d'un traitement approprié. Le reste des patients ont évoqué des difficultés à financer leur traitement, car la sécurité sociale algérienne ne propose aucune forme de remboursement du traitement du SAOS à ce jour, malheureusement. Des efforts sont nécessaires dans le domaine de la recherche et de la formation médicale, comme la validation de scores objectifs de dépistage du SAOS. On a inclus dans notre travail tout un chapitre où on a testé la sensibilité et la spécificité de quelques scores, mais il faut que ce travail soit plus approfondi, surtout si les chauffeurs commencent à cacher certains de leurs symptômes à leur médecin du travail quand les premières perspectives qu'on a citées seront lancées. Une autre découverte involontaire de notre étude, c'est le peu de sensibilisation sur le danger de cette maladie. On a vu 3% connaissaient cette maladie. Il y a plein d'autres perspectives à mentionner sur ce sujet, mais je voulais terminer cette présentation en évoquant la place
des nouvelles technologies comme les détecteurs d'endormissement embarqués, mais surtout l'émergence des véhicules autonomes et semi-autonomes qui commencent à changer la profession de chauffeur routier en Amérique du Nord, mais dont la généralisation dans les pays en voie de développement est difficilement accessible. Et je vous remercie. Merci, Dr Benazouz, de cette très belle présentation. Je dis voilà, j'ai beaucoup d'amitié et beaucoup de relations personnelles avec le Dr Benazouz, donc c'est des remarques d'amitié. J'ai dit voilà qu'une assurance pédagogique de ta part à être un très grand professeur à l'avenir. Vous allez maintenant, Dr Benazouz, devoir répondre aux commentaires, remarques éventuelles des questions du membre du jury. Je vous rappelle que votre directrice de thèse complétera éventuellement vos réponses. C'est le juge nécessaire. La parole maintenant est aux membres du jury et nous allons commencer avec le professeur Adem Lebab. Professeur Lebab, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Aimable assistance, bonjour. Je suis honoré d'être parmi vous et je remercie la directrice de thèse de m'avoir choisi. Je suis le seul épidémiologiste parmi la famille des pneumologues, en l'occurrence professeur Douad et professeur Abdelaziz, avec ma collègue de médecine de travail, professeur Idan. Je voudrais aujourd'hui vous parler de la soutenance de thèse intitulée Prévalence du syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil et ses facteurs associés chez les chauffeurs routiers de Leroy. L'impétrant a abordé son sujet avec une très grande maîtrise. Il s'agit d'un moment bien particulier pour le docteur Benazouz Radouane Zidahmed, ainsi que pour sa famille s'est présente parmi nous. Celui-ci nous propose le résultat des travaux de plusieurs années de travail. Et ceci témoigne de la qualité du candidat et je vous souhaite de continuer à votre chemin avec autant de détermination. Concernant le manuscrit, le travail été présenté aujourd'hui contient une méthodologie rigoureuse avec un recueil de données conséquent. Les objectifs de cette étude sont atteints. Le type de cette étude est descriptive, transversale et centrique. Cette étude s'est déroulée dans la wilaya de Leroy en septembre 2020 et février 2021, soit 6 mois, avec une taille échantillonnale proposée au départ de 185. Vous avez étalé, vous avez rajouté jusqu'à 201 chauffeurs routiers exerçant dans les sociétés enregistrées dans la direction des transports de la wilaya de Leroy. La saisie de vos données a été réalisée sur Microsoft Office 2016, c'est une nouveauté, parmi les soutenances que j'ai assistées, et aussi une analyse statistique sur le langage de programmation R, version 4.10. Et je tiens à rajouter que la personne qui l'a assisté, c'était un de nos résidents à Benazouz, en l'occurrence Dr Benazouz, qui est en Finlande. Donc tous ces résultats nous parviennent de Finlande. Lors de la présentation de la première version de votre document, lors de la pré-soutenance, nous avons apporté des remarques aux candidats qui sont presque à 99,9%, pour ne pas dire 100%, je préfère dire 99%, ont été prises en considération et corrigées. Un mot sur la présentation de document de la pré-soutenance, pas celui-là qui est encore très beau. Déjà pour la forme, j'ai apprécié la forme du document qui était très correcte. Et ça, c'est à votre honneur. Je te remercie pour la clarté de la présentation didactique et le temps respecté à 2 minutes près qui est très correct. Monsieur le Président, j'ai 2 questions à poser aux candidats. En fait, une, c'est une question. La deuxième, ce sera, je vous l'avais dès le départ, c'est un piège. Et vous serez assisté. Donc, concernant l'échantillonnage,
Donc plus précisément à la page 44, vous avez la figure 3, il y avait l'algorithme de la constitution de l'échantillon. Vous avez mentionné un effectif de réserve de 15% qui a été prévu en prévision de non-réponse. On se met d'accord sur ce point. Donc, concernant tout ce qui est perdu de vue, non-réponse, vous avez très bien démontré, visualisé concernant les biais d'information. Vous avez mentionné dans votre document qu'il y avait 686 sociétés qui étaient sollicitées. Est-ce que vous avez les chiffres des refus d'employeurs ou bien refus de participation? Pas de refus. Je sais que vous avez mentionné 6%. Refus d'employeur, refus de participation. Là, c'est la première question. Si vous avez les chiffres de refus de société. En plus, vous avez abordé un travail concernant les routiers. Moi, je suis dans une commission avec le ministère de l'Intérieur concernant les chauffeurs d'oxygène. En pleine situation Covid. Et c'est relié directement avec votre sujet. Parce que les chauffeurs routiers d'oxygène, il faut ce sera une personne. Plus de Covid l'oblige, il ne faut pas qu'ils soient deux. Alors ils font 300 km aller, 300 km, ils ne se reposent même pas ensuite, on lui donne 800 km, ensuite les commandes, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas de doublure. Parce que Covid l'oblige, il faut qu'il soit un seul chauffeur. Alors là les compagnies, on gère cette situation sur ce point. Revenons à la deuxième question. Là, ça c'est une thèse d'apnée du sommeil. Pourquoi cette question? Parce que moi, j'étais sollicité par plusieurs concernant l'apnée du sommeil. J'étais sollicité par des pneumologues, des ORL, des dentistes. Et je me suis dit, écoute, quelque chose, je me suis dit moi-même, l'apnée du sommeil, il appartient à qui? Là, je me suis référé à l'OMS, la CM10, à la classification internationale des maladies. Donc, là, vous avez parlé d'OMS, on parle d'OMS. D'après vous, Dr Benazouz, l'apnée du sommeil, elle est classée dans quel chapitre de la CM10? Je vous rappelle que la CM10, même si vous ne la connaissez pas, la CM10 est composée de 22 chapitres. Il y a plusieurs, donc il y a 28 chapitres. Je peux vous annoncer, je vous dire les chapitres. Chapitre 1, maladies infectieuses, 2, tumeurs, 3, c'est maladies du sang, 4, maladies endocriniennes, 5, c'est chapitre troubles mentaux, 6, maladies de système nerveux, 7, maladies de l'oreille, 8, maladies de l'oreille, 9, maladies de l'appareil circulatoire, 10, maladies de l'appareil respiratoire. D'après vous, il appartient à quel appareil? Est-ce que c'est maladie de l'appareil respiratoire, maladie endocrinienne, troubles mentaux? Je suis en train de vous aider. Et j'attends votre réponse. Et quel est son code international? C'est-à-dire quand vous dites apnée du sommeil, c'est un langage international. C'est-à-dire il a un code à 2 caractères ou 3 avec une chiffre de lettres. Quand on dit apnée du sommeil, on met le code et c'est à l'international. Voici mes deux questions. Et soyez sages, ma question elle est molle concernant la deuxième. Merci, professeur Mbeb. Monsieur Le Douane, votre commentaire et réponse aux deux questions présentées par monsieur le professeur Mbeb. Docteur Le Douane Benazouz. Merci, monsieur le Président. Merci au nom du jury de m'honorer par leur évaluation de mon travail. Je remercie le professeur Mbeb pour ses commentaires et pour ses questions pertinentes. Et je le remercie aussi pour ses compliments. Concernant la question sur l'échantillonnage, donc la direction du transport de la Wilaya de Rabat nous a communiqué une liste de 686 sociétés. Donc on a fait un tirage au sort, donc on a fait selon un code de programmation R, donc qui donnait plus de chances selon le nombre de chauffeurs enregistrés par société. Donc on a tiré 34 sociétés et parmi les 34, il y a eu 3 sociétés qui ont refusé et c'était des petites sociétés.
avait tous un seul chauffeur. C'était des auto-employeurs. Pour les autres sociétés, on a eu 6%, c'était vraiment 13 chauffeurs qui ont refusé au total. Je vous ai dit, il y a eu un très grand engouement pour l'hôpital. C'était un grand hôpital, je pense que vous l'avez vu. Et j'ai vu plus de chauffeurs que ça, des chauffeurs qui n'étaient pas inclus dans l'étude, je les ai vus juste pour les voir. Parce qu'ils me disent, donc je les voyais, ils ont remarqué, une demi-heure, alors que l'autre qui a fait 5 minutes. Vous avez déjà fait sur la méthodologie. J'aurais dû faire. Mais j'ai pas tardé, mais j'ai vu beaucoup de chauffeurs qui n'étaient pas inclus, qui étaient obligés. Parfois je voyais même leur famille, c'était obligé. Mais ceux qui ont été inclus, c'est ceux-là. J'espère que j'ai répondu à votre question. 3 sociétés qui ont refusé, 13 chauffeurs qui ont refusé. Oui, c'est inclus. Donc, pour la deuxième question, je profite d'abord pour dire que ce travail, vraiment, il empiète sur plusieurs spécialités. Je pense que chaque travail de thèse, il empiète sur d'autres spécialités. Moi, c'est l'épidémio. Déjà, ce travail m'a permis vraiment d'approfondir mes connaissances en épidémiologie. L'ORL aussi, j'ai beaucoup appris avec mes amis ORL, une santé de nasofibroscopie. On apprend avec Dr Gapé et Dr Le Bouabi, nos médecins du travail, de PSP, de PHD, beaucoup appris en médecine du travail. Donc c'est vraiment un sujet de thèse multispécialisé et c'était toute une aventure et une découverte pour moi-même. Concernant la classification en CN10, si je ne me trompe pas, l'apnée de sommeil relève de la neurologie. Mais par contre, je ne saurais pas vous donner le code exact pour cette maladie. Là, je vous remercie, c'est très bien. Vous avez très bien répondu. Merci. Merci, docteur Benazouz. Monsieur le professeur Lebab, êtes-vous satisfait des réponses du candidat? Très satisfait. Merci, professeur Lebab. La parole est au professeur Abdelaziz. Professeur Abdelaziz, avez-vous des commentaires, des remarques ou des questions au candidat? Merci, Monsieur le Président. Donc, à mon tour de remercier le docteur Benazouz pour son très beau travail. D'abord, c'est un sujet qui est pertinent, avec une méthodologie très rigoureuse et des résultats qui sont très clairs et intéressants, puisqu'il a retrouvé dans sa thèse que 25% des chauffeurs routiers de la rue de Zorawat avaient un syndrome d'apnée hypopnée du sommeil, ce qui est beaucoup, donc ce qui représente un chauffeur sur 4. Donc, moi, mes questions sont les suivantes. Première question, quelles sont les connaissances, quelles sont les connaissances des chauffeurs routiers sur le syndrome d'apnée hypopnée du sommeil? Est-ce qu'ils connaissaient d'abord cette pathologie? Deuxièmement, est-ce que tu as regardé entre la prévalence du syndrome d'apnée hypopnée du sommeil et le type de véhicule conduit par le chauffeur? Est-ce que les chauffeurs qui ont des syndromes d'apnée hypopnée sévères conduisent des véhicules dits légers ou des véhicules lourds qui, à mon sens, sont plus dangereux que les véhicules dits légers. Ma troisième question, c'est dans ton travail, tu as retrouvé dans tes résultats que tous les syndromes d'apnée hypopnée du sommeil sont obstructifs. Donc tu n'as pas retrouvé de syndrome d'apnée hypopnée centrale ni mixte. Comment tu expliques cela? Merci, professeur Abdelaziz. Docteur Benazouz, vous avez la parole pour répondre au professeur Abdelaziz. Encore une fois, je remercie le professeur Abdelaziz
pour ses commentaires, ses compliments et ses questions très pertinentes. Concernant la question des connaissances des chauffeurs routiers sur la notion d'apnée de sommeil, lorsqu'on a fait notre questionnaire, c'est vrai qu'on a laissé cette variable un peu vague. On avait dit on va rechercher leur connaissance entre est-ce qu'ils connaissent l'apnée de sommeil comme maladie, le terme apnée de sommeil, et est-ce qu'ils connaissent qu'il y ait une relation entre renflement et d'autres maladies, dont notamment l'HTA et la somnolence. C'est ça ce qu'on a recherché. Et parmi les cas qu'on a retrouvés, il y avait 2 cas qui connaissaient l'apnée de sommeil, ils connaissaient la CPAP, ils connaissaient vraiment la maladie, je pense que c'était, vous voyez ça sur le reportage et tout. Et les autres, ils savaient qu'il y a une relation entre renflement. On a laissé cette question en dernier. On a laissé ça en dernier parce que pour ne pas influencer. Mais c'était important pour nous pour savoir est-ce qu'il y a une influence sur les questions du renflement parce que c'est une question centrale dans le STOP-20. La question du renflement, on voulait être sûr de savoir est-ce qu'elle n'a pas été influencée. Le fait qu'il y ait un biais sur les accidents, sur la somnolence, c'était inévitable. Ils ont été donc le manuscrit, il y a un chapitre où on compare nos résultats sur les accidents et la littérature. Nos résultats sont plus bas. Ça veut dire qu'ils ont caché la notion d'accident, ça c'est certain. Mais sur le renflement, a priori, c'était pas influencé, ils n'étaient pas alertés sur cette question. Concernant la deuxième question, concernant la relation entre l'apnée et le type de véhicule, donc comme c'est mentionné dans notre chapitre concernant le poste de travail et le type d'engin, nous on a prévu d'évaluer des variables fermées, véhicules légers, lourds, les camions légers plutôt C1, camions lourds C2, catégorie E avec trail et produits dangereux. C'était les 4 catégories, oui ou non. Et on a mis autres catégories selon ce que les sujets allaient rapporter. Ils nous ont rapporté beaucoup de conducteurs de bus occasionnels et beaucoup de conducteurs d'engins occasionnels. Et aucune de ces variables sur le poste de travail n'a été liée au SARS. Et quand j'ai dit, même pour les produits dangereux, ils sont tous touchés par le SARS à plus ou moins des pourcentages qui sont significativement pareils. Concernant la dernière question, sur l'apnée centrale et les apnées mixtes, on a retrouvé des événements d'apnée centrale, on a retrouvé des événements d'apnée mixte, bien sûr, mais on a suivi la définition de l'ASM, le pourcentage des apnées obstructives qui était majeur. C'est pas donc je n'ai pas été clair sur ce point durant ma présentation, mais c'était durant toute la nuit, c'était les apnées obstructives qui est majeure. J'expliquerai ça par le fait que c'est une population active qui n'a pas de maladie neurologique majeure qui présente un apnée à majorité centrale. C'est pour ça qu'on a surtout retrouvé des apnées à prédominance obstructive. Je vous remercie. Professeur, merci docteur Belazouz. Professeur Abdelaziz, êtes-vous satisfait des remarques et réponses du candidat? Très satisfait. Merci professeur Abdelaziz. La parole est à madame le professeur Shifa Heider. Madame le professeur, avez-vous des questions, réflexions, commentaires? Oui. D'abord, je voudrais remercier le candidat et sa directrice de thèse de me permettre d'être parmi vous. Je voudrais aussi dire toute mon estime et mon honneur à être présidée par le professeur Douani dans ce jury. On apprend tous les jours. Et je vais essayer de résumer ce que j'ai ressenti à la lecture du travail du docteur Belazouz. Et j'ai fait un petit texte, je vais le lire, après je vais poser mes questions qui font partie de la jeunesse. Alors, pour moi, le candidat nous a présenté un travail de recherche précis, concis et clair, avec une rigueur scientifique incontestable que mon confrère de gauche a entériné. La lecture agréable de cette recherche nous laisse l'impression d'un grand investissement du candidat qui, malgré ses responsabilités au sein d'une jeune faculté de médecine à la droite, s'est évertué à s'entourer des meilleurs, ici et ailleurs. À la droite, à Alger, à Blida, à Gouraya,
à Tizi Ouzou, à Oran et en Finlande. Vraiment, on a fait le tour du monde. Ça veut dire qu'on peut faire des rencontres bibliographiques et humaines qui nous font grandir. Pour faire aboutir son travail de recherche. Nous le remercions et nous le félicitons pour cet effort. Le sujet est original par le choix singulier de la population d'études, de plus peu étudiée en particulier en Algérie, alors même que cette population occupe des postes de travail dits de sécurité exposant à des risques professionnels particuliers, contrainte de la conduite professionnelle de véhicules et donc très exigeant sur le plan des aptitudes médicales, physiques, mentales et psychologiques. La thématique choisie par le chercheur, la prévalence du syndrome d'apnée, y compris obstructif du sommeil, a fait l'objet de nombreuses études sur les populations générales, mais peu sur les chauffeurs professionnels dans notre pays, dans le monde. Cet aspect souligne la pertinence et de la problématique du chercheur. La thématique originale, mais plus encore, la manière de l'aborder est aussi originale, voire inédite par le choix singulier de l'utilisation du questionnaire et échelle, ainsi que de la police sonographique. Les objectifs de la note de présentation ont été atteints. Pour être, il peut être attendu de ce travail de recherche des retombées intéressantes sur le plan réglementaire, avec des recommandations pour faire évoluer les textes régissant l'aptitude codifiée des chauffeurs professionnels, et sur l'organisation du travail, qui, pour moi, pour qu'elle puisse être plus sûre pour les chauffeurs et pour les usagers de la route dans leur ensemble. Ce que d'ailleurs je vous recommande de rédiger. Comme tout travail est perfectible, nous avons proposé quelques remarques lors de la présoutenance qui ont été largement corrigées. Aujourd'hui, nous avons quelques questions. Vraiment pour mettre les choses dans le débat. J'ai repris dans le premier manuscrit, mais la page c'est la 88 dans le nouveau, le chapitre facteurs de risque de SAOS. Vos résultats confirment les sujets SAOS+, qu'ils sont beaucoup plus âgés et que la gravité de la maladie augmente avec l'âge. Comme d'ailleurs dans l'étude de l'italien Garbarino chez les chauffeurs italiens. Mais vous retrouvez une étude qui est en contradiction avec vos résultats, avec Brixler, qui lui a étudié le phénomène dans la population générale américaine. Ce dernier auteur et ce collaborateur avancent des hypothèses incriminant la génétique et l'hérédité, qui éloignent les jeunes apnéiques de ce type de métier. Ne pensez-vous pas que l'ancienneté au poste et donc la durée d'exposition aux facteurs de risque et les conditions de travail aient un vrai rôle, comme vous l'avez démontré pour le travail de nuit? Vous en avez parlé dans votre exposé, mais je voudrais que vous m'approfondissiez un petit peu cette partie-là. Il existe aussi ce que l'on appelle l'effet du travailleur sain, c'est-à-dire le health worker effect qui, d'ailleurs, fait éliminer naturellement au fur et à mesure, comme pour la génétique, les travailleurs qui ne supporteraient pas un certain nombre de conditions de travail. Et on le voit pour le travail de nuit ou l'amplitude des horaires de travail, c'est dans les 6 premiers mois que les gens commencent à soit partir, soit à être retirés par le médecin du travail. Donc le lien qui est fait avec le chapitre des autres facteurs de risque liés à la profession, où les résultats de votre étude montrent que les apnéiques avaient plus d'expérience, ou plutôt pour moi plus d'ancienneté, et donc plus d'exposition, plus de durée d'éloignement de leur domicile, plus de durée de conduite en nombre d'heures consécutives, que vous avez bien souligné. Avez-vous trouvé des traces dans la riche bibliographie que vous avez consultée, et qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été soulignées dans ce sens? Enfin, dans le chapitre somnolence et accidentologie, page 92, en plus de ce que proposent les sociétés savantes, que pouvez-vous nous dire de l'application de la réglementation qui existe déjà? Celle relative à l'obtention et au renouvellement du permis de conduire, celle relative à l'aptitude médicale et à la surveillance des chauffeurs professionnels. Comment peut-on lutter avec cette réglementation contre la somnolence au volant? Et enfin, comment voyez-vous ou envisagez-vous la collaboration entre pneumologues et médecins du travail, sachant, et vous l'avez souligné dans votre exposé, que le médecin du travail n'a pas de contrainte à la prescription d'examens complémentaires, quel qu'il soit, pour asseoir sa décision d'aptitude. J'ai regretté de ne pas avoir lu le médecin du travail dans la conclusion, les
Merci, professeur Ider. Docteur Belazouz, vous avez la parole pour répondre aux 3 questions de madame le professeur Ider. Encore une fois, je remercie le professeur Ider pour vos compliments et pour vos commentaires très pertinents et vos questions aussi très pertinentes. Concernant le chapitre des facteurs de risque du SAO, c'est plus précisément l'âge. Donc, nous avons retrouvé effectivement une corrélation entre la gravité du SAOS et l'âge, et plus les sujets sont âgés, plus l'indice apnée était plus grave. Et on a vu qu'un travail, c'était l'un des travaux les plus majeurs sur ce thème, sur la population générale, c'était celui de Wexler aux États-Unis, où il a retrouvé que l'apnée de sommeil était plus grave chez les plus jeunes. Et même lui, il expliquait ça. Bon, ça va. Donc on a dit que ces sujets qui étaient très malades, qui avaient des maladies génétiques, qui avaient plusieurs problèmes de santé, était probablement, c'est qu'une hypothèse, on n'a aucune preuve sur ça, ne se dirigeait pas vers cette profession qui est une profession qui est très demandante sur le plan physique, sur le plan moral, et il y a déjà une sélection. D'ailleurs, les chauffeurs routiers, ils étaient limités il y a quelques années, on ne commençait pas à faire cette profession avant l'âge de 25 ans. Le plus souvent, ils font des périodes d'essai, ils habituent, c'est des apprentis pendant 2-3 ans, ils voient est-ce que cette vie sur la route les convient, donc il y a toujours eu une sélection. Et je rajoute qu'il y a aussi un changement de texte de loi, j'ai mentionné, c'est un ajout dans le manuscrit, puisque le texte de loi algérien, ils ont changé en 2019, mais l'application a été récente, où on demande désormais de faire des certificats d'aptitude avec des formations de 2 semaines et avec des revisites périodiques chaque 5 ans. Donc il y a en quelque sorte une sélection des chauffeurs sur leur aptitude. Mais là je vais sauter, ça va être avec la deuxième question, il y a un chevauchement avec la deuxième question. Quand ils prennent l'ancienneté, ils sont plus obèses, là c'est confirmé. L'effet de cette profession sur l'obésité, il est confirmé sur le long terme. Et plus ils sont dans cette profession, plus ils sont obèses, et probablement ils font plus d'apnée. Mais en même temps, le fait qu'ils soient plus anciens, il faut dire qu'ils résistent probablement mieux à la somnolence. Si on fait une étude pareille sur une population générale, on va retrouver plus d'accidents. Donc c'est quand même des sujets qui résistent à la somnolence, mais c'est pas suffisant, puisqu'ils présentent quand même des accidents. Donc il faut être à la recherche de l'apnée de sommeil et être à la recherche des performances de conduite. Parce que c'est ça l'avenir. J'avais discuté sur mon sujet de thèse avec le professeur Mark Nicholas. C'est un Britannique c'est une référence dans le domaine. Il m'a dit c'est la partie la plus intéressante, c'est les simulateurs de conduite. On veut avoir des références. On veut avoir des références, quel est le score acceptable et non acceptable. Et ils ont des limitations sur le plan éthique. S'ils font des tests à des chauffeurs et ils suspectent qu'ils soient somnolents sur la route, ils ne peuvent pas les remettre sur la route et continuer les études. Il m'a dit on n'a trouvé aucun comité d'éthique qui accepte de faire ce travail, mais ça va être l'avenir. Ils vont trouver le moyen, ça va être l'avenir, c'est de tester ces chauffeurs régulièrement, qu'ils soient apnéiques ou non, sur des simulateurs de conduite, dans des conditions, comme ça il y aura un autre moyen de tri, parce que c'est une profession très à risque et très à problème, sans oublier qu'il y a une autre piste, c'est les voitures semi-autonomes, dont la technologie avance très rapidement. Il y a déjà aux États-Unis 2 sociétés qui sont lucratives, qui font entrer de l'argent avec des camions semi-autonomes. Ils font uniquement sur autoroute, puisque la technologie est très performante sur autoroute, mais en dehors d'autoroute ça diminue, mais ça arrive. Ça arrive, mais pour nous, on ne sait pas, peut-être ça va être ça la solution.
Donc j'ai répondu, j'espère, sur la deuxième question. Concernant l'accidentologie, concernant plutôt la réglementation, c'est ça la question qui reste. C'est pas facile d'écrire une réglementation comme ça, parce que c'est une maladie qui évolue. La définition elle évolue. La Société européenne de pneumologie et la Société américaine de maladies thoraciques travaillent conjointement sur une nouvelle définition qui va sortir incessamment dans un maximum de 3 ans. Donc toute la définition va changer. Si on fait des textes de loi, même la définition elle va rester 3-4 ans. Et en Algérie, les textes de loi tardent. C'est pour ça qu'ils sont vagues. Donc on ne peut pas préciser 30 apnées, 15 apnées, il faut qu'ils soient sous traitement. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas engagé sur une réglementation telle ou telle. J'ai dit qu'il faut qu'il y ait une commission qui soit flexible, qui suit l'évolution et qui fait un travail de terrain et évolutif. C'est pas uniquement en un seul texte de loi qu'on va résoudre ce problème. Et le médecin de travail, c'est la pièce clé de cette question. C'est vraiment la pièce clé, donc, parce que c'est lui qui est censé faire des visites périodiques. Donc j'avais pas de chiffres sur les visites périodiques. On aurait dû l'inclure dans les variables. On avait tellement trop de variables. Mais c'était un élément, on s'est rendu compte au fur et à mesure, quasiment tous les chauffeurs privés ne faisaient pas de visite périodique chez le médecin de travail. C'est pas officiel, mais c'est quasiment 100%. 70% étaient du privé, et même ceux du secteur étatique ne faisaient pas tous. Encore, c'était surtout les grandes sociétés qu'on a eues. Et il y a eu, j'ai signé des engagements de secret avec ces sociétés, donc je ne peux pas vous dévoiler les noms, mais c'est pas tous qui font des visites périodiques chez le médecin de travail, et surtout les échéances. Ils ne respectent pas leur échéance d'une année. Pour ce poste, normalement, c'est 6 mois. Donc ils ne respectent pas leur échéance. Et là, il faut qu'on tape. Là, c'est vraiment... Oui, c'est ça. La réglementation, elle y est déjà, mais elle n'est pas appliquée. Donc si on va rajouter d'autres textes qui seront appliqués, ça va vraiment... Donc il faut appliquer déjà ce qui s'est fait et faire des commissions flexibles pour vraiment suivre au jour le jour l'évolution de ce dossier. Donc collaboration. Oui, collaboration. Donc collaboration multispécialisée, c'est pas une seule spécialité qui va résoudre ça. Même les légistes, même les hommes de loi, il faut qu'il y ait une commission large. C'est pas une seule personne qui a la clé. Je vous remercie. Merci, docteur Edouard. J'ai la voix qui porte, j'ai pas besoin de micro. Professeur Hider, êtes-vous satisfait des réponses du candidat? Non seulement satisfait, mais j'ai adoré le débat. Et j'espère qu'il va se prolonger. Nous aussi. Merci, docteur Benazouz. Arrête de dire que les questions du jury sont pertinentes. Ça ne peut être que des questions pertinentes. La parole est à madame le professeur Mikidech, directrice de thèse, pour compléter les réponses des candidats et éventuellement te poser, faire des remarques ou des commentaires. Professeur Mikidech. Eh bien, merci Monsieur le Président. Je pense que tout a été dit pour le docteur Benazouz. Quand on m'a proposé, docteur Benazouz m'a proposé de l'encadrer pour son sujet de thèse, j'ai accepté immédiatement. Immédiatement, pourquoi? Parce que c'est un élément qui est le service de pneumo-allergo où il a fait son résidanat, où c'était un candidat exemplaire, et je pense que son ancien chef de service va le confirmer. Deuxièmement, pourquoi son sujet de thèse était très intéressant. Intéressant et original. Intéressant quand on voit le nombre d'accidents sur la route, et on connaît la prévalence actuellement de ces accidents. C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de dire quelle est la part de la somnolence de ce SAOS en rapport avec ces accidents de la route. Deuxièmement, y a-t-il une réglementation? Oui, elle existe puisqu'on l'a vu, mais le problème, aucune réglementation ou loi n'est appliquée en Algérie.
alors que dans les pays développés, on est très très loin. Eux, ils appliquent, il y a une réglementation stricte qui est appliquée, chose qui n'est pas, qu'on ne retrouve pas chez nous, et le docteur Benazouz l'a montré avec son travail. Avec son travail également, on a pu voir que malheureusement, et heureusement que nous avons notre collègue de médecine du travail, la médecine du travail doit reprendre sa place parce que malheureusement également, elle n'est pas, je dirais appliquée, non, mais elle n'a pas toute sa place dans notre société. Or, c'est très très important. Alors, concernant l'accidentologie, c'est vrai que ça mériterait de rechercher une causalité dans d'autres travaux pour d'autres candidats, de voir la relation du SAOS sur les accidents de la route, mais en population générale. Ça serait un autre travail. Concernant ton travail, je ne sais pas, professeur Neber a bien parlé concernant ces routiers qui transportent de l'oxygène. On va aller vers une catastrophe. S'il n'y a qu'un seul chauffeur qui doit faire, et moi ça me semble évident qu'il doit avoir une consultation avant de continuer dans ce sens. Et si vous êtes dans la commission, je pense qu'il faudrait prendre certaines précautions sur le plan réglementaire. Enfin, je réponds au professeur Nadbad concernant la deuxième question qu'il a posée. C'est un très très grand débat international, je dirais, concernant l'appartenance du SAOS à une spécialité. En fait, c'est vrai, toutes les spécialités sont concernées. Neuro, endocrino, médecine interne, ODF, cardio. Mais il y a un mais. Il y a un mais parce qu'il y a deux sociétés qui se font la guerre. C'est la pneumologie et la cardiologie. Alors la cardio dit c'est moi le plus important, le leader, et la pneumo dit non, c'est moi, la respiration, la saturation, et dans tous les pays, c'est un très très grand débat. Alors, finalement, on s'est partagé, les francophones, c'est la pneumo qui régit tout ça, et les anglo-saxons, c'est la cardiologie. En fait, et réellement, maintenant, les cardiologues, vous les voyez, c'est eux qui ont, disons, les patrons, entre guillemets, et la pneumologie, la SPLF, par exemple, Société française des maladies respiratoires, c'est la pneumo qui gère, qui chapeaute tout ça. Mais, en réalité, ce sont les trois essentiellement spécialités, pneumologie, cardiologie et ORL. Mais pour la classification, je ne sais pas exactement si c'est la neurologie, et ça va changer peut-être. C'est le G47.3. Oui. Mais je pense que ça risque de... L'essentiel G47.3, Voilà. c'est l'apnée du son. Le SAOS. Je pense que... Ah oui, je dois répondre également à la question du professeur Abdelaziz. C'est vrai que dans les résultats du docteur Benazouz, j'étais un peu embêtée quand on a revu ensemble pour les étiologies, pour la prédominance obstructive dans le SAOS. Mais il y avait beaucoup d'arguments, notamment dans les comorbidités, il y avait l'obésité, etc. Et n'oublions pas
il y a beaucoup de facteurs pour la BPCO, notamment la pollution atmosphérique et la pollution, c'est des routiers. Il y a le tabagisme également, donc tous ces facteurs font que on s'attendait à trouver une prédominance obstructive dans le South. Je pense que j'ai fait un peu le tour, j'ai rajouté, j'ai complété quelques réponses du docteur Benazouz et je laisse la parole au président. Merci, professeur Nikidesh. Donc, ta directrice de thèse n'a pas de questions à te poser. C'est normal. Alors, il faut bien que le président parle, et donc je vais dire des choses gentilles avant de faire quelques commentaires sur son programme. J'ai eu l'immense honneur, et je réponds un petit peu aux questions à qui appartient la spécialité du syndrome d'apnée du sommeil. J'ai eu l'immense honneur en 2006 en Algérie d'installer le premier laboratoire du sommeil dans le service de pneumoallergologie que je dirigeais. Et c'est à ce sujet que notre ami Dr Benazouz, qui était brillant résident dans mon service, qui est maintenant dirigé par ma collègue amie, le professeur Nikidesh, a largement bénéficié de cette formation en tant que pneumologue, et son choix s'est tout naturellement tourné vers la prise en charge du syndrome d'apnée respiratoire du sommeil. Je dois dire qu'avant d'installer le laboratoire du sommeil, j'ai fait une formation en France pendant 2 ans pour bien diriger ce laboratoire du sommeil. Avant de parler du candidat, je voudrais d'abord féliciter le professeur Nikidesh, sa directrice de thèse, qui a dirigé avec brio son travail, et je peux témoigner du nombre d'heures passées avec le candidat. À mon tour de donner mon appréciation sur le docteur Benazouz. D'abord sur votre travail, docteur Benazouz, et sur votre personne. Sur votre travail d'abord, qui est remarquable sur bien des aspects. D'ailleurs, le jury a constaté par vos réponses très précises, très détaillées, que vous êtes devenu un expert dans ce domaine. Le sujet tout d'abord, prospectif, innovateur et d'actualité. En effet, très peu de publications sur la prévalence du syndrome d'apnée respiratoire du sommeil chez les chauffeurs routiers de la Roite, en Algérie, mais aussi en Afrique. La méthodologie ensuite. J'ai beaucoup apprécié la qualité de votre étude par le sérieux que vous avez mis dans un questionnaire complet. La très belle analyse bibliographique internationale, très détaillée et très complète. Également, une discussion de vos résultats qui n'a occulté aucun aspect. J'ai également beaucoup apprécié le chapitre de vos conclusions, même si vous avez oublié la partie de la médecine du travail qui me paraît extrêmement intéressante et importante à l'avenir, et des perspectives modernes que vous avez énoncées, notamment dans la formation des médecins, dans le diagnostic et la prévention du syndrome d'apnée du sommeil en particulier, mais aussi dans la législation et pour la prévention des accidents de la route, dont beaucoup sont imputables au sommeil sur la route en Algérie, et nous déplorons chaque année, vous le savez, plus de 4000 décès en Algérie d'accidents de la circulation, dont certains sont probablement imputables au sommeil. Sur votre personne, docteur Benazouz, j'ai eu l'immense plaisir de vous avoir comme résident pendant 4 ans, puis comme assistant. J'ai toujours été impressionné par votre sérieux, votre intelligence, et particulièrement apprécié votre très belle éducation et le respect que vous accordez à vos aînés. Vous faites l'unanimité autour de vous par vos compétences et votre très grande disponibilité. Votre gentillesse et votre humanité auprès des malades sont reconnus de tous. Je suis profondément convaincu que vous aurez une très belle carrière universitaire, tant vos compétences et vos qualités sont multiples. Je me dois de donner quelques appréciations en tant que président du jury sur votre travail et de faire quelques commentaires. D'abord,
vous avez fait preuve de grand sens de la responsabilité. Vous êtes le premier à ma connaissance, j'ai déjà présidé 7 ou 8 thèses, vous êtes le premier qui n'avait pas montré vos diapositives à votre président et à votre directeur de thèse. Je trouve que c'est un courage immense, mais je n'ai pu constater que finalement que c'était de très belles présentations. J'aurais fait 2 remarques si j'avais lu les diapositives que j'ai découvert avec vous aujourd'hui. C'est la diapositive concernant le A, B et C. Elle ne veut rien dire en tant que pédagogie parce que vous n'avez pas étoffé dans la présentation de cette diapositive. Et j'aurais voulu que dans cette diapositive, le A, le B et le C soient étayés par une explication. Et puis je ne vous aurais pas permis, docteur Benazous, de faire une faute en français dans votre dernière diapositive, où vous mettez nouvelle technologie, technologie sans S. Je vous aurais corrigé cela. Mais ça n'enlève pas du tout, docteur Benazous, la grande qualité de votre travail et le respect que nous avons. Deuxièmement, nous devons également apprécier, docteur Benazous, votre pédagogie. Vous n'avez pas suffisamment utilisé le laser. Le laser est fait pour montrer les choses importantes. Vos diapositives sont exceptionnelles, sont extraordinaires, mais vous n'avez pas suffisamment utilisé le laser. À l'avenir, utilisez-le. Concernant les recommandations, vous avez fait de très belles recommandations. J'aurais ajouté, si j'avais lu vos diapositives, que les recommandations au niveau des autorités sanitaires du pays, c'est le remboursement du diagnostic et du traitement. Il ne s'agit pas simplement de rembourser aux malades la CIPAP et les différents traitements, mais aujourd'hui, vous devez savoir, et vous le savez mieux que personne, qu'une polygraphie ou une polysonographie coûte entre 10 000 et 15 000 dinars qui ne sont pas remboursés pour le malade. Donc dans les recommandations, il faudra faire des recommandations aux autorités sanitaires pour rembourser à la fois les aspects diagnostiques et thérapeutiques de la maladie. Je vous demanderai, s'il vous plaît, docteur Benazous, parce que vous avez bien compris le problème, que dans un des diagnostics que vous connaissez, que nous connaissons parfaitement, qui est le test d'Epworth. Le test d'Epworth, il faut absolument que vous soyez à la tête d'une commission pour le revisiter. Pourquoi? Parce que dans le questionnaire du test d'Epworth, nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, mais vous devriez le faire. Il y a des questions qui ne sont pas des questions de notre coutume. Est-ce que quand vous avez bu plusieurs verres d'alcool, est-ce que vous somnolez rapidement? Donc il y a un questionnaire d'Epworth à revoir et à réadapter en fonction de nos coutumes et de notre culture pour poser les vraies questions qui doivent être des questions, bien entendu. Concernant la question qui appartient à la spécialité, eh bien, vous devez savoir que le syndrome de Down, vous le savez certainement, j'en suis certain, vous savez que ça a été une découverte récente. C'est assez exceptionnel que le syndrome d'apnée obstructif, il est connu simplement depuis 30 ans, alors que l'humanité ronfle depuis les temps éculés. Et c'est un Belge qui a trouvé par hasard le traitement de la CIPAP. C'est M. Guillemin, que tu connais parfaitement. C'est lui qui a découvert par hasard le traitement de la CIPAP en utilisant un aspirateur. C'est le phénomène inverse de l'aspirateur qui a permis la découverte de la CIPAP il y a 30 ans par un Belge qui s'appelle Guillemin. Ce sont en fait les spécialités qui ont pris en charge les premiers. En Algérie, ce sont les pneumologues, par l'installation du laboratoire du sommeil en 2006 à Ben Moussous, dans le service de pneumologie, qui a été le début de la prise en charge en Algérie du syndrome d'apnée de sommeil. Et ensuite, les cardiologues se sont intéressés, les ORL se sont intéressés, les pneumologues, les ophtalmologues se sont intéressés, parce qu'on s'est aperçu récemment qu'il y avait des problèmes de syndrome d'apnée du sommeil avec le glaucome aigu à angle ouvert, vous le savez parfaitement. J'ai le plaisir de vous annoncer, docteur Benazous, que suite à votre présentation,
en tant que coordinateur du collège des enseignants du CES d'allergologie et du musique clinique, vous êtes admis à la famille du collège des enseignants du CES d'allergologie et du musique clinique. C'est tout ce que j'avais à dire, docteur Benazouz, sur votre très belle présentation. Je n'ai pas de questions à vous poser. Vous avez répondu de façon admirable à l'ensemble des collègues. Le jury va se retirer pour délibérer et nous allons revenir pour savoir si vous êtes digne d'être un enseignant hospitalier universitaire et quel est le grade que nous allons vous octroyer. Mesdames et messieurs, le jury va se retirer pour délibérer. Et voilà, le jury, après délibération, a conclu avec une grande satisfaction. Le jury, après une délibération assez courte, tellement le travail de candidat était parfait, a décidé de lui octroyer le grade de docteur en sciences médicales avec le grade le plus élevé, c'est-à-dire avec félicitations et très honorable, et mention très honorable et félicitations du jury. On appelle le candidat pour lui mettre le symbole de ce qui va être sa carrière ensuite universitaire, c'est-à-dire lui mettre la toge d'enseignant ensuite universitaire. Docteur, avec Madame la directrice de thèse. Les photos se posent aussi. C'est des photos historiques et qui doivent rester dans la mémoire du candidat. Ne jamais oublier que ce sont ses maîtres qui lui ont octroyé le grade de docteur en sciences médicales et qui doit être respectueux, mais il l'est déjà. Docteur Benazouz a une éducation remarquable. Donc, nous voudrions, avant que je conclue, j'aimerais donner la parole pour une petite conclusion à l'ensemble des membres du jury. Et nous allons commencer par le professeur Abdelkader Demain. Je félicite le candidat qui est là aujourd'hui, maître conférence B, le plus maître assistant. On est très honoré d'être parmi vous et parmi tous les collègues. Bienvenue dans la famille. Professeur Abdelaziz. Merci, M. Gauguin. Donc, j'étais très honoré d'être dans notre jury de thèse. Donc, aussi, je félicite le professeur Benazouz et bienvenue dans la corporation des enseignants hospitaliers universitaires. Professeur Hubert. Avant tout, d'abord, nous sommes dans cette assemblée multidisciplinaire qui est grande joie. Et je félicite le candidat Benazouz aujourd'hui parmi nous. Bienvenue dans la corporation, bienvenue dans la famille et grande carrière de cela de très longtemps. Madame la directrice de thèse. Je suis très émue d'avoir un candidat aussi brillant et mes sincères félicitations et bienvenue. Chantez, madame. C'est des médecins. Voilà. Tous médecins. Ensuite, le jury va se retirer et ne laisser que le candidat avec sa famille. C'est vrai. Merci beaucoup.
grade de docteur en sciences médicales avec le grade le plus élevé, c'est-à-dire avec félicitations et symbole. Moi, ne jamais oublier que ce sont ces maîtres qui ont octroyé le grade de la magnétique de Très émue d'avoir un candidat aussi brillant et sincère félicitations et bienvenue dans la famille des étudiants. Et j'espère